Desjardins est fier de présenter Les Dérangeants, le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Quand les entrepreneurs ont besoin de soutien, chez Desjardins, ils ne dérangent jamais. Visitez desjardins.com/entreprise. Ils font le tour du monde. Signent de gros contrats. Écœurent pas mal de monde. Et nous racontent tout ça. Voici Les Dérangeants. Salut et bienvenue au 5e épisode régulier du podcast Les Dérangeants, enregistré en plein cœur de la métropole au studio C de l'Université Concordia. Je me présente Mathieu Charret, journaliste au journal Les Affaires. Pour cet ultime épisode du printemps propulsé par le Mouvement Desjardins, je suis entouré du transcendant Alex Mency de Mango Software. Salut Mathieu. De la Ferrari de l'entrepreneuriat, bien qu'il habite à Laval, Carlo Coccaro. Bonjour. Il roule en familial. En Ferrari familial. Et du très sensuel Noah Redler d'Arch Innovation, récemment fiancé, toujours les mêmes, hein? Voilà! En entrevue cette semaine, la quadruple médaille... Donc, en entrevue cette semaine, la quadruple médaille olympique en plongeon, Émilie Emmans, qui s'est lancée en affaires, et un débat enlevant sur la phase du non, comment dire non et comment réagir à un refus comme entrepreneur. On commence un tour de table avec Noah. Noah, ton coup de cœur ou ton coup de gueule de la semaine? Mon coup de gueule, c'est absolument qu'est-ce qui se passe aux États-Unis avec la neutralité du net. C'est vraiment quelque chose que je pense que les gens ne réalisent pas comment ça affecte tout le monde. Et pratiquement qu'est-ce qui se passait il y a un mois avec qui a laissé tous les fournisseurs de web à vendre les données sur les utilisateurs aux États-Unis. C'est pénible. C'est la raison pour laquelle j'ai arrêté de regarder les pornos en ligne. Je ne sais pas qui va voir ça. Bon, on apprend toujours. Carlo, coup de cœur, coup de gueule. Moi, j'ai un coup de cœur beaucoup plus important que celui de Noah. J'ai demandé de l'aide à des centaines de personnes depuis des mois. J'ai l'application pour renouveler mon stationnement sur mon téléphone qui ne fonctionne pas. Je suis obligé d'achaler tout le monde, dont Alex, à chaque enregistrement. Moi, je suis pas sûr que ça marche pas, Carlo. Je pense que tu fais juste payer les autres. Ça marche pas, puis son bill est rendu à 15$. C'est ça. Puis, au nombre de personnes à qui j'ai demandé, c'est mon coup de cœur. Je veux leur dire merci. Fait que tu dois combien en tout? Je leur dois rien. Ils m'aiment tellement, ces gens-là, qui font ça avec plaisir. Pour toi, Carlo, on ferait n'importe quoi. Merci beaucoup, Mathieu. Alex, coup de cœur, coup de gueule? Un coup de gueule, écoute, j'ai un petit projet personnel. J'ai un Instagram de photographie, puis on se fait tellement bombarder par les bots, c'est incroyable. Je mets une photo des gens qui sont en pleine inondation dans la misère, puis il y a du monde qui m'écrivent « Awesome! Good work! Keep it up! » Comme il n'y a rien d'awesome avec cette photo-là. Là. On s'entend. Là. La personne elle a un blog sur la nutrition en Australie. Là. C'est hallucinant. Hein? C'est aucune émotion. C'est le fun, les bots, mais... J'aime quand même les likes. Là, oui, OK, on peut l'aimer, mais... Like, là, je vais aller faire ça directement. Mais avant, ou je vais faire ça pendant la pause, en fait, parce qu'on fait une courte pause, puis on vous revient avec la plongeuse Émilie Emmans. Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les Dérangeants. Les Dérangeants! À District 3, nous essayons de connecter les chercheurs à la communauté des affaires pour transformer le savoir-faire en produits et services qui répondent aux besoins de notre société. District 3 est avant tout un écosystème parce que ça prend un village pour monter une entreprise. Nous offrons tout sous un même toit pour faciliter et accélérer le parcours de ces innovateurs. Pour plus d'informations sur District 3, visitez concordia.ca/D3. Bonjour, je me présente Alexandre Mency, cofondateur de Mango Software. Aujourd'hui, je rencontre Réal Leclerc, expert en solutions chaîne d'approvisionnement chez Desjardins. On va parler flux de trésorerie pour les entreprises en forte croissance. Bonjour Réal. Bonjour Alex. Réal, quand on est en forte croissance, la gestion du cash, ça peut être problématique. Effectivement, c'est vrai. Par contre, il y a un produit qui pourrait être très intéressant pour ta croissance. Ça s'appelle le facturage. C'est un complément du financement traditionnel. C'est ce qu'on appelle du prêt sur actif. Par exemple, là, tu factures le 19 mai, tu nous vends la créance le 19 mai et tu vas avoir ton argent dans ton compte de banque à 4 heures le 19 mai. Réal, c'est-tu un produit qui est accessible? Faut-tu que je produise des documents? Ça peut être aussi rapide que 2 semaines, 3 semaines. Donc, pour les entreprises qui sont en pleine croissance, le facturage permet d'accélérer les liquidités. Ça libère des liquidités pour payer les employés, payer les fournisseurs. Les Dérangeants.
De retour au dérangeant avec l'Olympienne et entrepreneur Émilie Emmans, on plonge dans son entreprise. Oh my God, t'es sérieux? Je suis très sérieux. J'ai travaillé fort là-dessus, Alex, je tiens à le dire. Dans son entreprise de maillot de bain, et on se demande si son entreprise est rendue là où elle le veut, sur le podium. Oh! Donc, Émilie Emmans, née à Bruxelles en 1981, elle commence la gymnastique, mais se tourne vers le plongeon à l'âge de 11 ans. Elle a gagné 4 médailles olympiques et c'est la première plongeuse au monde et la première athlète canadienne à réaliser l'exploit de remporter une médaille à 4 Jeux olympiques d'été consécutifs. Sydney, Athènes, Pékin, Londres. Incroyable. En plus d'être diplômée en commercialisation de la mode de l'École supérieure de mode de Montréal, tu as commencé à désigner des maillots de bain dans tes dernières années de compétition, je comprends bien, vers 2013. Oui, exactement. Puis depuis ta retraite, là, en guillemets, du plongeon, tu te consacres à ton entreprise, Émilie Emmans Design, et en plus, tu es une jeune maman. Oui. Donc, encore fort occupée, là. Oui, très, très occupée. Émilie, tu as été au sommet de ton sport, puis à travers le monde, là. Commencer de repartir à zéro en entrepreneuriat. Est-ce que c'est dur? C'est tough. Oui. Pourquoi tu l'as fait dans ce cas-là? Ben, parce que j'ai pas bien le choix. En fait, mais tu sais que ça... En fait, moi, j'ai fait mon bac en commercialisation de la mode et puis je faisais mon projet de fin d'études qui était de commercialiser une ligne de maillots de bain. Au départ, je voulais vraiment plus me diriger dans le beachwear parce que j'étais un peu tannée du maillot une pièce sport. Moi puis, aussi. Je le dis tout le temps. Moi. C'est ça. Puis après ça, dans le fond, je me suis dit, ben si moi, je suis tannée d'une pièce qu'on retrouve sur le marché, ben il y a peut-être d'autres mondes qui sont tannés aussi. Pourquoi tu étais tannée? Alors, qu'est-ce qui t'achalait là-dedans? C'était le fit, le confort, les styles. Je trouvais qu'il y avait pas vraiment de renouveau, que c'était toujours la même chose. C'est pas mal plein. Ben, c'est ça qu'on retrouvait à toutes les années. Tu regardais le catalogue, puis parce que nous, dans le fond, on choisissait des maillots à chaque année. Puis là, on regardait le catalogue, puis je devais passer à travers le catalogue 10 fois pour savoir quel maillot choisir. Alors, il y avait un besoin, là. Ben, pour moi, oui. Alors, c'est pour ça que finalement, j'ai changé pour finalement aller dans le maillot une pièce sport. Okay. Mais pour avoir visité ton site web, tu as vraiment des dizaines de variations différentes et de motifs différents et de modèles différents. Est-ce que c'est toi qui les as créés chacun d'eux ou tu te fais affaire avec des professionnels qui... Non, c'est moi qui les ai créés. En fait, j'ai quand même eu un petit peu d'aide. En fait, j'ai créé les patrons. J'ai même fait la gradation. Puis ça, en fait, je l'ai fait pendant que je m'entraînais. Alors, je pouvais les tester en même temps, savoir comment confortable ils étaient. Et puis, j'ai pris des plus jeunes pour tester la grandeur plus petite, la grandeur plus grande. Et puis, une fois que j'étais bien avec mon fit, après ça, c'est plus facile. Tu fais plus changer le motif, tu changes un petit peu les bretelles, des petites choses comme ça. Puis, ça se fait facilement une fois que tu as vraiment ton modèle de base que tu aimes avec le fit que tu aimes. Alors maintenant que tu es dans l'entrepreneuriat, est-ce que tu as une coach de nouveau? Est-ce que tu as cherché une coach entrepreneuriale? Est-ce que c'est les mêmes qualités que dans le sport? Non, j'ai pas vraiment d'entraîneur en tant que tel. Puis je pense que c'est un peu ce qui me manque aussi. Parce que, bon, c'est difficile, là. Moi, dans le fond, pour le moment, je fais encore tout au Québec. Là, je suis en train de m'associer avec une fille qui fait des vêtements de triathlon, Lacasse. Alors, ça, je suis vraiment contente de ça parce que, bon, elle a vraiment une stratégie vraiment différente de la mienne, puis un modèle d'affaires un peu différent, puis je trouve ça vraiment intéressant. Puis, moi, dans le fond, ma carrière, j'ai été capable de rester dans ma carrière de plongeon aussi longtemps parce que j'avais une équipe autour de moi qui était super compétente. Hein. Puis après ça, arriver dans l'entrepreneuriat, puis être tout seul, ça, c'était vraiment difficile. Alors, me retrouver dans une équipe maintenant, une équipe qui est super compétente, puis ça fait quand même quelques années qu'ils runnent ensemble. Je trouve que oui, puis je trouve que c'est une super de belle opportunité pour moi de pouvoir rentrer dans une équipe comme ça, là. Ta notoriété, Émilie, j'ai visité ton site web, tu poses pour, je pense, tous les maillots.
qui sont, Oui, qui sont présentés? oui, depuis avant ma grossesse. Pourquoi pas avoir pris des mannequins anorexiques plutôt que toi? En fait, au départ, c'était vraiment beaucoup plus. Moi, en fait, je voulais pas nécessairement poser. C'était plus une question de budget. Ok. On s'entend au départ. Très bonne raison. Non, mais c'est ça, parce que ça aurait pu Non, être la mais au notoriété départ, aussi. T'es connu, ça aurait pu oui, aider que c'est ça soit sûr, toi. c'est sûr. Moi, j'ajouterais crédibilité aussi. Non, mais c'est Tout à vrai, fait. parce que Ouais, ouais. des mannequins ou des modèles qu'on connaît pas, qui n'ont aucun lien avec le vêtement que tu proposes, ça aurait moins de valeur que toi. Moi, je trouve ça super bien sur le site. Tout à fait. Oui, c'est sûr, mais la raison première, c'était vraiment plus De pour budget. la Ben non, question de c'est- budget. Mais même si j'aurais payé un mannequin, je pense pas que j'aurais été pour un mannequin vraiment maigre. Je pense que j'aurais été pour un mannequin assez musclé parce que c'est un maillot sport. Alors, il faut que tu vois quelqu'un qui a un style de physique qui Sportif, correspond à Un mon maillot type sport, de maillot. là. Tu sais, parce Ouais, que ouais. sinon, je pense pas que sur un autre type de physique, mon maillot rendrait nécessairement justice non plus. Là. As-tu essayé? As-tu pensé? Il y a beaucoup d'athlètes qu'on voit qui, des fois, qui font des partenaires avec une marque. Exemple, Speedo sort la ligne Emily Emmons. Toi, tu as décidé de partir ta propre ligne. Je pense que, en fait, c'est. Moi aussi, quand tu fais affaire comme ça, des partenariats avec des grosses entreprises, généralement, c'est eux qui prennent contrôle de tout. Puis toi, tu fais rien, dans le fond. Tu mets fais juste ton nom, dire, puis tu fais- dire, mets ton nom, Ils puis sont tu beaux, fais sont bons. OK, oui, j'approuve, mais en même temps, t'as pas grand-chose à dire. Puis moi, c'était pas vraiment mon objectif de la chose. Tu sais, je voulais vraiment apprendre de ça. Je voulais vraiment moi-même créer les modèles parce que c'est quelque chose que j'aime. Je voulais vraiment que ça me représente moi, que ça soit à mon image et pas à l'image d'une compagnie. Puis moi, que je sois obligée, dans le fond, que je mets mon nom dessus, là. J'imagine que tu aimes la concurrence. Comme tu as grandi dans les compétitions, alors de penser à battre les grands et dire, de monter, c'est OK, je suis à la bronze, je dois avancer, je dois battre le speedo. Est-ce que c'est quelque chose qui te drive de jour à jour? En fait, je pense que dans le sport individuel versus le sport d'équipe ou quand tu es un contre un, c'est très différent parce que moi, j'ai jamais fait mon sport en me disant je vais à la compétition aujourd'hui pour battre telle personne. Tu sais, ça a toujours été moi, je viens aujourd'hui compétitionner puis je veux plonger le mieux que je peux. Si j'arrive première, tant mieux. Si j'arrive cinquième, puis j'ai fait de mon mieux, puis il y a 4 autres filles qui ont plongé mieux que moi, ben félicitations à ces filles-là, tu sais. C'est la même alors- philosophie que tu appliques à ton entreprise aujourd'hui? Oui, en fait, c'est à chaque fois que je fais des nouvelles choses, j'essaie juste de m'améliorer. Puis un jour, si... En fait, moi, quand j'ai commencé le plongeon, ouais, peut-être que je voulais remporter des médailles aux Olympiques, là. Mais Tu t'es je sais débrouillé pas. pas pire. En fait, c'est oui, pas pire, c'est oui, pas mais en pire. fait, tu sais, je le sais pas, mais tu sais, j'y vais jour le jour, puis j'ai pas nécessairement comme objectif d'aller battre Speedo. C'est pas la même niche non plus. Là. C'est pas. Ben oui, un petit peu, mais tu sais, avec le sport, tout le monde est toujours. Tu sais, c'est toujours des nouvelles personnes qui reviennent. Tu sais, Speedo, ça fait combien d'années qu'ils sont là? Ça fait vraiment beaucoup d'années. Alors, je pense que c'est une compagnie qui va être très difficile à déloger, là, quand même. Qu'est-ce que toi t'apportes de différent qu'un speedo, par exemple, pourrait apporter? En fait, il y a une différence plus au niveau du fit. Les athlètes vont porter les maillots beaucoup plus serrés que la majorité des autres personnes. Alors, Carlo, c'est très, très serré ce qu'il porte d'habitude autour de la Oui, table. Un peu peu dessus. trop, Peu peut-être. dessus. En J'en mettrais plus. Il y en a pour homme. Est-ce que tu en fais pour homme? Oui. 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 Super. Yeah. T'essaieras Mais ça. je l'ai pas amené. Si tu as besoin de mannequin. Oui, c'est ça. Ouais, non, je suis pas sûr. Tu fabriques 100% au Québec. Oui, C'est pour le moment, oui. c'est étonnant. Ça doit être plus cher. Oui, bravo. D'abord, c'est rare là, dans l'industrie Oui. vestimentaire. Pourquoi? Ben pour l'accessibilité, dans le fond, c'est sûr que c'est plus facile, c'est plus accessible de faire au Québec, des plus petites quantités aussi. Alors, pour le départ, c'était bien, mais c'est challengeant de pouvoir aller trouver de la main-d'œuvre qualifiée. Surtout le maillot de bain, c'est très, très technique, c'est difficile. Alors, Est-ce que tu réussis à garder les coûts
assez bas pour avoir une marge de profit intéressante en produisant au Québec? Parce que j'ai personne à payer, oui. Mais c'est sûr que, tu sais, si, je veux dire, moi, je travaille encore de la maison, alors, tu sais, mes coûts sont très, très, très bas. Mais si je dois commencer à engager, à payer des salaires, à me payer un bureau, il faudrait que j'en vende pas mal quand même des maillots pour être capable de survivre. Alors, c'est pour ça que maintenant, dans le fond, le deuxième volet, puis ce qui va arriver bientôt, c'est les vêtements. Les vêtements d'équipe. Alors là, je me dirige vraiment beaucoup plus dans le maillot personnalisé pour les clubs. Le maillot et les vêtements personnalisés pour les clubs. Donc, des imprimés par sublimation qui sont personnalisés vraiment au club avec les couleurs du club. Puis, alors, le maillot, le tracksuit, les t-shirts, les cuissards, les leggings, peu importe qu'est-ce qu'on peut trouver, avec le même design, les mêmes couleurs pour avoir vraiment Parce que moi, dans le fond, aussi, quand j'étais athlète, trouver du beau linge d'équipe, c'était difficile. Que c'était difficile. Les premiers tracksuits qu'on a reçus, là, ils étaient tellement pas beaux, là. Puis ça te donne pas le goût de les porter. Quand après ça, t'arrives sur le podium, tu sais, t'es comme... On dirait que t'es comme pas fier parce que t'es comme pas confortable dans ton linge, tu sais. On aime bien la baie, là, mais l'uniforme de l'équipe canadienne olympique, là, tu sais, moi, je changerais peut-être des fois. Mais en même temps, ça s'est tellement amélioré, ouais? là. Les dernières années, là, tu sais, on voit... Non, mais on voit quand même que c'était... Tu sais, c'est peut-être pas mal mieux qu'avant. C'est super extraordinaire, là. Mais quand même, par rapport aux premières années, c'était les dernières années, en tout cas, moi, personnellement, je les trouvais quand même, ils étaient confortables, puis je trouvais qu'ils faisaient quand même bien, tu sais. Tu disais tantôt, je produis au Québec pour l'instant. Oui. Est-ce que tu es prête à délocaliser? Je regarde, oui. Je pense que tu n'auras pas bien le choix. Oui. Oui, je regarde. Puis, en fait, je suis vraiment triste. Mais je pense que je vais quand même continuer à en faire un peu au Québec parce que, tu sais, je trouve ça important de... Pour la qualité aussi, j'imagine, le contrôle et... je pense que maintenant, l'Asie ils font de la qualité, ils sont capables de faire de la belle qualité. Il faut juste savoir où aller. Puis, il faut juste que tu sois aussi, je pense, très strict avec ton contrôle de qualité, puis pas accepter de la scrap, dans le fond, là. Alors, si toi, tu leur montres déjà dès le départ que tout ce que tu acceptes, c'est de la qualité, là. Mais je pense que je vais quand même continuer à en faire encore au Québec parce que je trouve ça important d'encourager les usines québécoises aussi parce que je pense qu'ils l'ont eu difficile les dernières années, là. Est-ce que ton background dans les Olympiques t'aide à trouver du financement? Éventuellement, si tu n'as pas déjà fait, tu dois aller chercher du financement pour agrandir, chercher des nouveaux producteurs. Alors, est-ce que tu rentres dans une banque ou voir un investisseur avec toutes des médailles, boom, oui, je suis capable. 4 médailles, guys! Qu'est-ce que je peux faire? Je pense que oui. Si tu me dis non, bang! En fait, j'ai pas eu encore besoin d'aller voir des investisseurs qui investissent dans le fond dans ma compagnie, mais c'est certain que ça m'aide pour aller rencontrer, pour avoir des rendez-vous, pour aller rencontrer des compagnies, des magasins. Au bout du compte, est-ce que j'ai plus de chances d'avoir un contrat? Peut-être pas, parce que, je veux dire, il faut quand même, au bout du compte, qui aime le produit. Mais moi qui écris un courriel, personnellement, en m'introduisant, il y a plus de chances que j'ai une réponse qu'une personne qui fait ce type de vêtements-là, puis qu'il n'y a personne qui connaît, là, puis qui se disent, c'est difficile pour les gens de dire non. Peut-être. Ça ouvre des portes, veux pas, là. Alex? Pardon? Ça ouvre des portes, veux pas. Oui, exactement, oui. Ton entreprise, es-tu rendu où tu voulais que ça soit en date d'aujourd'hui? Je sais pas. En fait, j'avais pas vraiment tant d'attente que ça. Je me suis dit, je vais commencer, puis je vais voir où ça va m'amener. Puis en fait, je suis vraiment contente que maintenant, après 4 ans, je sois encore en train de faire ça parce que... Puis avec 2 enfants aussi, là, avoir été capable de continuer ça, une entreprise comme ça avec la maternité, tout ça, c'était quand même...
difficile. Alors, juste, je pense, d'avoir été J'ai vécu 3 capable grossesses, de... puis je sais à quel point c'est difficile. D'avoir été capable de garder ma tête en dehors de l'eau, Ouais. je pense que c'est assez, là. En soi, Oui, c'est ça. c'est assez impressionnant, accomplissement en effectivement. Oui, tout à fait. Donc, Émilie Emmans, un grand merci d'être passée au Dérangeant. Je rappelle, Émilie Emmans, quadruple médaillée olympique, 4 Jeux olympiques consécutifs, maman à temps plein, entrepreneur à succès à temps plein. C'est très apprécié. Merci. Merci beaucoup. Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les Dérangeants. Écosystème, une capsule pour les entrepreneurs nouvelle génération, signée Université Concordia. Cette semaine, avec Annick Labrie, coordonnatrice marketing et des communications au Centre des dirigeants John Molson. Le certificat en propriété d'entreprise donne la chance aux participants d'entendre des expériences vécues par des propriétaires d'entreprises et des experts dans le domaine. Et aussi, il permet d'apprendre les concepts clés grâce à nos professeurs et de recevoir les conseils et les outils pratiques dont les futurs propriétaires ont besoin pour évaluer et acquérir une entreprise dans une variété de secteurs incluant le commerce de détail, la fabrication de plastique, le commerce électronique et les équipements médicaux. Certains ont déjà soumis des offres d'achat dans une entreprise. Nos participants nous disent qu'ils apprécient beaucoup l'approche pratique du programme. Ils aiment particulièrement l'expertise et les informations que les professeurs et les experts d'industrie partagent avec eux. Aussi, ils apprécient énormément le réseautage et les échanges d'idées avec les conférenciers invités. Pour plus d'informations, concordia.ca/entreprise. Les Dérangeants! Les Dérangeants. De retour au Dérangeant pour le débat avec Carlo, Alex et Noah. Maintenant, c'est le moment de parler de à quel moment dans la vie de l'entrepreneur celui-ci arrête-t-il de se faire dire non? Pendant combien de mois ou d'années l'entrepreneur doit-il s'attendre à manger son pain noir avant qu'enfin les portes s'ouvrent? Est-ce que c'est vrai que les gens qui ont le plus de succès sont des gens qui disent non souvent? Messieurs? Moi, mon pire non, Oui, merci. je pense que ça vient de ma famille. OK. Moi, j'ai une famille de parents qui m'ont supporté dans à peu près tous mes projets, les plus fous, les plus ridicules. C'était quoi le plus ridicule? On en reparlera une autre fois. Tout ça pour dire que souvent, les gens qui sont proches de toi te disent « Ben non, pourquoi tu te pars en affaires? Prends-toi un job au gouvernement, tu vas avoir de la stabilité. » Mais ils n'ont pas vu le système de paye Phoenix, que ça fait genre 6-9 mois que les gens ne sont pas payés. Mais c'est ça, souvent tu t'attends, tu dis « Je me pars en affaires, ma famille va me supporter, ça va être mes premiers clients. » Puis no way. Ça, t'as pas eu de love money. Oui, non. J'ai eu du soutien de mes parents, mais je veux dire, je ne demandais pas du love money. Je ne voulais pas demander ça à mes parents par principe. Mais là, t'es papa. Ouais. Si la même situation se présentait dans, je sais pas, 20 ans, qu'est-ce que tu ferais? Fort qu'à travailler fort, on va avoir de l'argent. OK. Parce que je pense pas que l'argent est une solution pour aller en affaires. Moi, dans mon cas, j'ai longtemps pensé que j'avais besoin d'argent, mais j'avais plus besoin de conseils de gestion que d'autres choses. Donc oui, je vais supporter ma fille dans tous les projets possibles et impossibles, mais pas de façon... tu sais, si ça n'a pas d'allure, je pense des fois, il faut le dire que ça n'a pas d'allure. Par contre, il faut avoir une confiance aussi de dire, bon, ben, c'est une idée de fou, mais ça peut peut-être marcher. Oui, mais comme parent, on est-tu capable de dire à ses enfants ça n'a pas d'allure quand ils ont 20 ans, puis ils ont une idée? Puis à 11 mois, puis j'ai dit déjà, là. C'est pas exactement la même chose. À 22 ans, mettons, on veut se partir en business, puis tu trouves que c'est une mauvaise idée. Faut-tu la décourager? Ah, non, je ne découragerai pas. Je vais donner mon opinion, elle fera ce qu'elle veut avec. OK. Non. Toi, Carlo, qu'est-ce que t'en penses? T'en as 3. Ouais. Connu, là. Oui, qui me connaissent là aussi. Moi, je pense que mon opinion a beaucoup évolué par rapport à ça parce que on essaie des fois de modeler nos enfants à certains critères, certainement à des valeurs, puis tout ça. Puis je me rends compte que moi, ce que je veux, c'est que mes enfants soient outillés dans la vie. Puis le chemin est tellement plus important que la destination et le chemin d'avoir des mauvais projets qui vont se planter. Comme Dominic Brown le disait il y a l'épisode 3, il faut se lancer, on n'a rien à perdre à 16, 18, 21 ans. Donc, même maintenant, avec mes enfants, dont le plus vieux a 8 ans, j'essaie de plus en plus de me déconnecter de ce que moi, je pense qui est bien. Évidemment, il y a des limites, normes, là, il y a des limites, puis tout ça. Mais, les doigts d'une prise de courant, c'est pas bon. Là. Une fois, ça passe. Votre premier non quand vous êtes lancé en affaires, ça fait-tu mal? Ça fait encore mal. Ça fait encore mal? Moi, je le prends personnel, moi. T'es sérieux? Oh oui.
Mais quand quelqu'un me dit non, par contre, ça veut pas dire que je peux pas le faire. Ça veut dire que je peux pas le faire avec eux. OK. C'est fini après. Non, mais tu sais, je m'en rappelle. OK. Moi, des noms, j'en ai encore. Puis en fait, je les oublie. J'ai de la difficulté à trouver une tonne d'anecdotes là-dessus parce que je les oublie, je passe à autre chose. Sur le coup, c'est pas agréable un nom, que ce soit d'un client, d'une banque pour avoir une marge de crédit ou pour avoir simplement un minimum de support d'un organisme ou autre. Puis après ça, l'idée, c'est tu fais quoi après? T'sais? Fait que les noms de clients, non, je veux pas acheter ton produit ou non, j'ai pas le temps même pour t'écouter, ça arrive à chaque jour. Puis c'est le lot, je pense, de tous les entrepreneurs. Ça fait partie de la game. Là. Ça fait vraiment partie de la game. Puis il faut apprendre de ça puis trouver un angle différent pour rejoindre ces personnes-là ou, encore mieux, rejoindre d'autres personnes qui attendent de dire oui. Je suis complètement d'accord avec ça. Les noms, c'est pas quelque chose qui n'ont jamais dérangé. C'est quelque chose qu'on entend tous les jours. Et, pour moi, ça me juste donne la volonté de travailler plus fort, d'aller plus loin. Mais en fait, j'aime ça. T'aimes ça faire dire non? J'adore quand les gens disent non. C'est vraiment c'est comme lancer un grand défi dans mon camp et dire, hey, non, je pense pas. Ah ouais? Let me show you. Moi, ce que je trouve le plus difficile dans se faire dire non, c'est par des gens qui, tu te rends compte, qui t'ont pas écouté, qui n'étaient pas du tout intéressés ou même un minimum d'ouverture pour prendre la bonne décision. Un nom gratuit. Là. Un nom gratuit. Eux autres, je trouve que c'est les plus fatigants parce que tu dis, tu sais, c'est un donnant-donnant. Je te donne de mon temps, puis je pense pas te faire perdre ton temps, mais s'il te plaît, essaie au moins d'évaluer à sa juste valeur. Prends le temps de m'écouter. Et moi, mon entreprise, Mathémo Monde, on a des logiciels qu'on propose aux écoles, aux enseignants, aux professionnels et aux parents aussi. C'est pas comme Biogénique, là. Non, c'est Mathémo Monde. C'est Mathémo Monde. Puis on n'est pas biogénique. Non, exactement. Puis on a aussi une branche là. pour les parents qui s'appelle aidersonenfant.com. Qui n'est pas biogénique. Non, exactement. Okay. C'est comme juste mieux. On propose des outils dans le monde de l'éducation. Puis le monde de l'éducation, un peu comme le monde de la santé avec une entreprise que je connais pas, que je n'aimerais pas, c'est des milieux qui sont parfois hermétiques au changement. Ça peut être difficile, surtout du changement qui vient de l'extérieur. Celui qui vient de l'intérieur, c'est plus facile. Mais c'est vrai que tu deals avec de l'institutionnel, là. Ça doit être non souvent. C'est souvent, parce que des fois, c'est le département de technologie qui dit non, qui pas nécessairement pour des raisons pédagogiques. Des fois, c'est les enseignants qui ont des réticences, légitimes ou non, mais qui viennent avec les défis qu'ils ont à faire face au quotidien, le manque de ressources, le manque de support, les besoins des élèves qui sont nombreux et variés. Alors que, tu sais, nous, on sait qu'on propose des super bons outils pour une majorité d'individus. Ils ne sont pas là pour tout le monde, mais quand on le propose puis qu'on insiste, on sait que c'est parce qu'on pense vraiment que ça peut faire une différence dans la vie de la classe, disons, de l'enseignant et des enfants. Puis des fois, on a des fins de non-recevoir qui franchissent même pas le seuil de « on le considérerait peut-être un jour ». On s'est même pas penché sur la question. Pour plein de bonnes et mauvaises raisons. Et ça, c'est le plus difficile parce que après ça, on retourne dans nos terres, puis on se dit, OK, qu'est-ce que je peux faire de mieux ou de différent? Et la réponse est difficile à trouver. Ça, c'est ce que je trouve le plus frustrant. Toi, Alex, Noah, le pire nom que vous avez reçu, c'est quoi? Ben pour moi, c'était vraiment avec un de mes premiers clients quand j'ai lancé mon entreprise. J'ai travaillé avec un client qui essaie de vendre des logiciels à des institutions publiques, des écoles publiques. Et, j'ai travaillé avec eux, on a fait des entrées. Et un jour, il m'avait venu me voir et dire, tu sais quoi, on ne veut plus investir dans ce projet, on va faire autre chose. Pourquoi? Il n'y avait pas assez de confiance qu'on était capable de livrer. Alors, j'ai regardé, like, non, tu ne peux pas faire ça. Et c'était pas un non, il disait, like, oui, je peux faire ça. Mais ça m'a vraiment frappé fort parce que j'étais au plein milieu du projet. J'ai commencé d'avoir un peu de succès. Et juste comme ça, sans rien dire, il a coupé le contrat. Mais aujourd'hui, le client n'existe plus. Il a plaidé faillite, alors tant pis pour lui. Mais lui, c'est qui le client? Solide. Toi, Alex, le pire nom? Le pire nom, moi, je pense que ça vient des institutions financières. As-tu des noms? Oui, je vais les nommer après, mais tout ça pour dire que on a tous vécu ça, c'est sûr. Là. On se pointe en entreprise pour avoir notre premier prêt, dans une banque, pour avoir notre premier prêt. Puis là, il faudrait avoir une maison payée, il faudrait avoir 100 000 emplacements prêts à mettre en garantie, il faudrait avoir fait 7 millions de chiffre d'affaires pour peut-être avoir une marge de 25 000, puis avoir une cote de crédit genre de 800. Bon, mettons que tu startes ton entreprise, là, on a probablement tout fait la même affaire, on met toutes nos économies dans l'entreprise, je veux dire, on se met à risque, là, c'est ça le but. Puis là, on dit, non, vous n'êtes pas prête. On regarde, là, vos ratios, ils sont pas très bons. Moi, ça me frustre, t'as même pas idée, genre. Maintenant que vous êtes installé, que vous avez du succès, que vous êtes beau, riche, arrête grand. de parler de moi, là. Mais moi, c'est toujours une question de temps. Et vraiment, dans mon entreprise, dans Arche Innovation, je viens de commencer, je suis un peu un one-man show. Alors, je dois bien gérer mon temps.
je dois dire non à des occasions de temps en temps parce que, c'est une question de réputation. Je ne veux pas prendre trop de contrats sur mes épaules et je ne suis pas capable de livrer parce que dans la consultation, si tu as trop cette réputation que oui, tu prends tout et tu n'es jamais là pour tes clients, ben c'est fini. C'est toute une question que tu es capable de donner de qualité parce que c'est vraiment juste toi, ton réputation, ton capacité. Alors, j'ai aucune option de choisir quel contrat je veux et aussi, je veux une qualité de vie. Je veux bien vivre, je veux avoir le temps avec les amis à la maison, mais c'est pas toujours possible. Alors, faut dire non de temps en temps. Et, le temps, c'est important parce que, comme Warren Buffett dit souvent, le temps, c'est la seule chose que je ne peux pas acheter et je veux mon temps. Ben, dans le fond, je pense qu'il faut apprendre à dire non. Moi, j'ai du domaine du service, puis quand on commence, puis j'ai parlé à peu près 50 entrepreneurs dans la même chose, on fait toute la même chose, la même erreur, on devient des putes, si on veut, et on dit oui à tous les clients. Faites-vous ça? Oui, on le fait. Faites-vous ça? Oui, on le fait. Puis finalement, on accepte des projets qu'on devrait peut-être pas accepter parce qu'ils sont sous les seuils de marge acceptables ou quoi que ce soit. Puis dans le fond, ce que ça fait, c'est oui, on reçoit un chèque, mais ça nous met dans la merde plus que d'autres choses. Ta réputation est affectée? Ça se gère. Parce que tu peux quand même réussir à livrer, mais à quel prix? Nous, on a arrêté de faire des petits mandats, des très petits mandats, parce que ça prend plus de temps, ça prend plus d'énergie, puis en bout de ligne, c'est juste pas livrable dans des conditions qui font qu'on peut rester profitable. Toi, Carl Coccaro. Je suis exactement du même avis que Noah et Alex. C'est tellement important d'avoir une mission puis une raison d'être précise qui nous permet de dire oui aux vraies opportunités. Puis les vraies opportunités, c'est pas celles qu'on comprend puis qu'on connaît toutes, mais c'est celles qu'au moins qui nous amènent dans la bonne direction. Oui. Même des fois avec un chèque qui rebondit ou avec des marges pas à la hauteur, on sait que ça nous amène dans la bonne direction. Dans une entreprise, j'ai lu un livre il y a quelques mois qui s'appelle Rocket Fuel qui dit dans le fond, pour qu'une entreprise aille bien, ça prend un visionnaire et un intégrateur. Le visionnaire, c'est la vision à long terme, les grands partenariats. L'intégrateur, c'est l'opérateur de la compagnie, c'est le doer, c'est le directeur général. Moi, je suis vraiment un visionnaire. J'ai 44 000 idées par jour. J'ai plein de projets et sous-projets. Et j'ai pas d'intégrateur. Donc, je dois être l'intégrateur. Et mon plus grand défi, c'est justement d'arrêter d'avoir des idées, de focuser sur les meilleurs. Et ça, c'est de dire non. C'est de dire non à un paquet d'idées. C'est extrêmement difficile. Mais plus que difficile, c'est extrêmement crucial à la survie des entreprises. Puis les entreprises à succès, c'est celles qui ont une raison d'être très, très précise, puis ça va s'en va. Ouais. Je suis d'accord avec ça et je pense que les entrepreneurs, particulièrement les entrepreneurs qui commencent à avoir une bonne réputation, qui commencent à être connus, ils sont souvent sollicités de venir faire une présentation, viennent parler devant des gens, mais comme entrepreneur, il faut vraiment analyser est-ce que ça vaut la peine d'aller? Est-ce que les gens que je vais adresser... un retour, y a une valeur, tu sais? Oui, exactement. Est-ce que les gens que je vais adresser vont avoir une valeur pour moi? Est-ce que c'est mes clientèles cibles? Sinon, ça te donne quoi? D'être dans une autre pub, d'être dans les médias, d'avoir un autre blog post ou sur les réseaux sociaux, ça donne quoi? Et c'est vraiment un exercice de marketing personnel, marketing d'entreprise, parce que, encore, c'est le temps que tu vas être devant des gens qui, oui, seraient contents de là, peut-être c'est inspirant, mais c'est le temps que tu ne mets pas dans tes affaires. Et à un point, est-ce que ça va créer de valeur ou est-ce que ça va juste être une perte de temps? Ouais, moi, je classe mes clients en 3 catégories. Des A, des B ou des C. Moi, je veux juste des A ou des B que je suis capable de convertir en A. Les C, j'en veux pas. Puis, depuis qu'on a fait ça, on vit vraiment mieux. On a appris à dire non au C parce qu'on sait que le client ne nous amènera pas à un autre niveau. Fait que c'est ceux qui te font driver ta business. C'est ceux qui payent bien, qui donnent la business récurrente puis qui t'amènent des projets intéressants. Les autres, c'est plate, mais si... Yeah, souvent, comme... Moi, une chose que j'ai dit dans mon entreprise, je ne vais jamais charger un service sur une start-up. Mais les start-ups ne sont pas mes clients. Il y a des gens qui disent, est-ce que je peux faire une petite consultation pour nous? On va vous payer de nous mettre en lien avec des investisseurs, avec d'autres gens. Non, absolument pas. Pour une start-up, si je ne suis pas prêt à vous aider juste naturellement, sans frais, il y a quelque chose qui ne va pas. Et sont les clients, je suis d'accord avec Alex, sont les clients souvent le plus chiens. Ils paient le moins, ils veulent le plus. Et c'est cette fameuse règle 80-20. Ils t'appellent comme s'ils possédaient 50% de ta business, puis il faut que tu répondes le samedi à 9h. Oui, exactement ça. Ils m'écrivent sur Facebook des messages personnels, hey, qu'est-ce que tu fais là? Est-ce que tu peux m'aider? Non. Un autre nom que moi, je perçois comme un nom, bien que j'accepte bien, par exemple, c'est le nom des employés. Des employés qui refusent d'être embauchés, des futurs employés qui refusent d'être embauchés ou des employés qui s'en vont. C'est comme un nom, c'est dire, regarde, je m'en vais ailleurs pour telle bonne ou mauvaise raison.
au début, c'est difficile parce qu'on le prend un peu personnel. C'est difficile aussi parce que ça amène tellement de défis dans les petites entreprises quand tu perds une personne sur 5. Oui, c'est pas agréable. Mais maintenant, depuis 2 ans et demi, puis tu sais, il y a quand même un roulement dans mon entreprise. Malgré notre politique anti-harcèlement, il y a un roulement. On essaie, là. Ça me surprend pas. Une chance. Mais quand il y a un départ d'employé, aussi important soit-elle, cette personne-là, j'ai vraiment acquis la conviction que c'est une roue qui tourne puis c'est correct. C'est mon défi en tant qu'entrepreneur et propriétaire de régler ça, de trouver quelqu'un d'autre ou de temporiser la situation. Mais au début, c'était difficile de se faire dire non, d'avoir des gens qui s'en aillent parce que tu as besoin d'eux, tu penses que tu fais tout pour eux, tu sais, tu leur donnes une grande flexibilité ou des conditions intéressantes, une mission qui est vraiment cool dans ce qu'on fait, puis la personne s'en va. C'est pas facile à prendre au début. Il y a un apprentissage à faire, là. Moi, je pense que le non le plus difficile à dire et le plus difficile à apprendre à dire, c'est celui qu'on se dit à soi-même. Moi, je suis vraiment le champion pour me convaincre que j'ai des bonnes idées. Là. Tout est une bonne idée. Là. Mais depuis quelque temps, j'apprends à dire que peut-être pas, finalement. C'était peut-être pas si bon que ça, finalement. C'est déjà terminé pour la première partie de la saison 1 des Dérangeants, mais pas d'inquiétude, on revient très bientôt. On se retrouve à la fin de l'été prochain, dès le 6 septembre, pour la deuxième partie de la saison 1 des Dérangeants. D'ici là, on continue à nous suivre de près parce qu'on prépare des émissions spéciales et des surprises au cours des prochaines semaines. Un très grand merci à Emily Emmans pour sa visite à l'émission, puis aussi à nos Dérangeants cette semaine, Alex Mency, Noah Redler et Carlo Coccaro. Un grand merci également à l'idéateur Hugues Chandonnet, au Mouvement des Jardins et à l'Université Concordia pour leur support. On nous suit dans le Journal Les Affaires, sur la page Facebook des Dérangeants et de Les Affaires. Commentez, réagissez, venez déranger, on aime ça. C'est Mathieu Charret qui vous souhaite un bel été ensoleillé à siroter de la sangria. Et parce que c'est difficile à battre, on lit Journal Les Affaires pour se détendre. Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les Dérangeants. Les Dérangeants!